Bonjour pour cette nouvelle émission de Incroyable Thaïlande. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Hugunen, C'est ça? vous êtes PDG du groupe MPS et Francinox. Oui, tout à fait. Et Monsieur Nagel Frédéric, Nagel, ça se Nagel, vous voyez, vous êtes directeur général de Francinox. Absolument. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir parce que Francinox est une entreprise landaise et qui est très connue mondialement puisque vous travaillez l'inox sous toutes ses formes. En termes de notoriété, on entend parler souvent de vous au moment des étoiles, au moment des cuisiniers, des grands chefs. Expliquez-nous comment c'est venu cette notoriété dans les cuisines. Ben, Francinox est une ancienne société qui existe depuis 30 ans à Saubus, qui a changé quelques fois de nom. Parce qu'après, au tout début, ça s'appelait Danguin, après c'est passé Francinox. Et nous l'avons racheté il y a 4 ans, en 2016. Fin décembre 2016. En décembre 2016, on l'a repris malheureusement à la barre du tribunal. Donc on a continué donc l'activité cuisine. Et cette entreprise avait d'abord une notoriété cuisine depuis tout le temps, quoi. Après, l'activité s'est un petit peu diversifiée sur le mobilier urbain, mais au départ, c'était de la cuisine. Voilà. Et effectivement, avec beaucoup de grands chefs étoilés, et pas que d'ailleurs, parce qu'on fait aussi des restaurants, des brasseries, du particulier, Voilà, de toutes sortes de cuisines, quoi. C'est ça, c'est que je dirais la vitrine, c'est qu'on entend parler de votre nom au moment des chefs étoilés, mais n'importe qui jusqu'au particulier peut vous... Quelle est la spécificité justement? C'est que vous faites des cuisines sur mesure, vous faites vraiment... votre spécialité c'est l'inox, donc vous savez vraiment apporter cette demande précise. La spécialité, effectivement, c'est le travail et la transformation de l'inox. Donc, comme le disait M. Gounin, qui a démarré avec la fabrication des cuisines professionnelles au démarrage. Le savoir-faire, il est présent donc à la fois au niveau de la fabrication, mais également au niveau du bureau d'études, puisque nous, notre grande force et une des richesses de l'entreprise parmi toutes celles qui sont présentes, c'est vraiment aussi effectivement cette connaissance et ces bases de données qu'on a, nous, au niveau du bureau d'études, pour nous adapter et faire face à toutes les situations, que ce soit effectivement dans les cuisines professionnelles, mais aussi chez un client particulier ou chez une brasserie ou dans quelqu'un qui veut vraiment un petit peu se démarquer et pas voilà, acheter des choses vraiment standardisées. Pour vraiment quelque chose d'adapté à son environnement professionnel. Du sur-mesure. On a totalement, c'est du 100% sur mesure, il n'y a absolument rien du tout industrialisé, quoi. Ouais. Voilà. Aucun meuble en stock, avec une série de 10, 20, 30. C'est quasiment des travail à la commande. À la commande, c'est des pièces uniques pratiquement à chaque fois, quoi. À la commande, c'est-à-dire que du mobilier urbain, vous allez répondre, ils vont venir vous voir, vous dire voilà, on voudrait ça comme produit, et il nous le faut en 10 exemplaires, et il n'y aura que ça. Même voilà. Pas, nous, c'est vraiment à l'unité. Quand vous faites une cuisine, si vous avez une table de préparation qui fasse 1m25, 1m26, 1m28, donc on va vous la faire, quoi. Voilà. On est au centimètre près, quoi. D'accord. Vous êtes installé à Saubus. On pourrait croire qu'une entreprise comme la vôtre aurait besoin d'être près des axes, près des grosses villes pour aller chercher du client. Aujourd'hui, on peut très bien réussir dans les Landes. Oui, complètement. Non, on travaille sur toute la France. Alors, peu importe l'implantation de l'usine, elle se trouve très bien là où elle est. On n'a pas besoin d'être surprésent. Bon, on a l'autoroute qui n'est pas très loin quand même, qui plus est. Mais bon, on a nos clients dans toute la France, essentiellement parce que l'export, on n'en fait pratiquement pas. On n'est pas du tout placé par rapport à l'export, mais on livre toute la France. Donc, ce n'est pas la peine d'être à Bordeaux, Toulouse ou je ne sais où. On est très bien dans les Landes, ça va très très bien. Ça ne représente pas du tout un frein par rapport à la qualité qu'on peut faire et au service qu'on peut apporter à nos clients. L'usine est à cet endroit-là depuis qu'elle existe, quoi. Tout à fait. Et comme vous disiez, ce n'est pas un problème pour avoir du savoir-faire, parce que c'est aussi important. On s'imagine qu'on trouve que les gens qui savent faire dans les grandes villes. Mais non, le savoir-faire, vous l'avez, il n'y a aucun problème. Du tout, on a même un savoir-faire qui est important et qui est ancien, je dirais, puisqu'on a des collaborateurs qui ont, pour certains, qui approchent 40 années d'ancienneté dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on arrive, effectivement, le challenge de l'entreprise, c'est aussi
d'assurer le futur et l'avenir. Et aujourd'hui, on arrive à recruter des jeunes, soit des jeunes diplômés, soit des jeunes qui ont une trentaine d'années. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas du tout en pénurie de talents par rapport à ça. Et en complément, c'est vrai qu'on est dans une région de chaudronniers. Grâce à l'aéronautique, il y a beaucoup de chaudronniers qui connaissent très bien l'inox. Tout à fait. Et on n'est pas en pénurie de personnel. Et puis en ce moment, qui plus est, avec la baisse d'activité en aéronautique, surtout sur le bassin de Bayonne, où il y a beaucoup d'entreprises. Donc là, on a un potentiel de personnes de captation importante de chaudronniers. Est-ce qu'on peut même presque dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui recherchent une qualité de vie vont trouver un bon compromis dans une entreprise dans les Landes? Complètement. On est sur un environnement de travail qui est celui d'une entreprise avec un management qui est proche des gens, qui est à l'écoute de ses collaborateurs et qui aujourd'hui permet à chacun de s'épanouir dans le métier et dans l'entreprise qui aujourd'hui, on voit bien que sur l'effectif qu'on a, on a très peu de turnover. Ce qui est une jolie fidélité de nos collaborateurs, que ce soit chez Francinox Industrie ou chez MPS d'ailleurs. C'est le cas dans les deux entreprises du groupe. Alors, on va parler rapidement de MPS parce que c'est vrai que quand on est venu vous rencontrer, on a été chez Francinox, vous êtes aussi à MPS. Donc MPS, en quelques mots, qu'est-ce que c'est comme un... Parce que c'est aussi un peu particulier et ça montre aussi qu'on peut aller chercher des marchés sans aucun souci partout. Tout à fait. Oui, c'est une niche, MPS. Donc MPS fabrique des toilettes automatiques à partir de bases de cellules en béton sur lesquelles on équipe entièrement du sol au plafond, puisqu'on a tous les métiers du bâtiment, du carreleur, des électriciens, des chaudronniers, parce qu'il y a beaucoup d'inox à l'intérieur également, et des plombiers, donc des peintres, on fait de la menuiserie. Enfin, bon, on est vraiment aussi un gros artisan, parce qu'on fait quand même 11 millions de chiffre d'affaires. Bon, on est quand même, mais ça reste de l'artisanal. Il y a très peu de... sur-mesure aussi, quelque part. Beaucoup de sur-mesure sur des locaux comme ici, que l'on adapte. Voilà, on est 60 personnes. On retrouve la même logique. La même logique. On travaille beaucoup en France sur le chiffre d'affaires toilettes. C'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires en France. Et par contre, MPS fait beaucoup d'exports. L'année dernière, on est monté pratiquement à 40% dans notre chiffre d'affaires export grâce à l'Europe du Nord. Donc on livre... en Suède, Norvège, Allemagne, tout le Benelux, la Suisse, l'Espagne, surtout le Pays Basque espagnol. Et après du grand export, on a livré en Russie, dans tous les dom-toms français, Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc on livre aussi très très loin, quoi. Là, on n'est plus... Voilà, là, autant Francinox reste français en termes de marché, autant là, on a une autre ouverture. Une autre ouverture, et puis cette société, pareil, a été créée par Michel Planté il y a 25 ou 30 ans, je ne sais plus. Moi, je l'ai reprise en 2012, et donc on a continué à la faire évoluer positivement. Au fil des années. Au fil des années, ouais. Alors, on va parler de quelque chose de moins drôle, qui est la pandémie, puisque vous avez été directement touché, puisque l'activité a complètement diminué. Dans un cas comme ça, comment avez-vous réagi et quel a été votre regard à partir du premier confinement ? Le premier confinement a été brutal quand même, pour tout le monde. Je crois, quand on nous a dit on ferme lundi, ça a été compliqué. Ou le lendemain pour la veille, je me rappelle très bien, j'ai un souvenir assez désagréable de cette période, quand il a fallu annoncer je crois que M. Macron avait annoncé ça le lundi, et le mardi matin, on disait aux salariés, rentrez chez vous, on arrête tout, quoi. C'était vraiment brutal, quoi. Après, on a fermé sur le premier confinement en mars, que ce soit MPS ou Francinox. On a fermé 3-4 semaines. 3 semaines, oui. 3 semaines, parce qu'on avait malheureusement, heureusement, un carnet de commandes des deux côtés qui était bien plein. Donc on s'est arrêté que 3 semaines. On a repris après effectif réduit, etc. Et on s'en est très bien passé, quoi. Nous, aucun souci. On a eu quelques aides financières grâce au chômage partiel, au PGE, toutes les mesures qu'a mis en place le gouvernement. Francinox en a profité, MPS a profité du chômage partiel, mais pas du PGE. On avait une trésorerie qui était suffisante. Et ça, c'est... Bon, voilà. Et puis tout d'un coup, je dirais, vous vous êtes dit, nous, on est capable aussi, il y a de la demande, on peut aussi participer, j'allais dire, et faire des produits. Expliquez-nous un peu cette démarche que vous avez. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, nous,
On n'est pas resté les mains dans les poches à pleurer, hein. On a essayé de trouver des solutions et de proposer des choses. Donc il y avait déjà eu en fait il y a 10 ans ou 15 ans auparavant, quand il y avait eu les épisodes de H1N1 Francinox, bon, à l'époque, sous l'ancienne direction, avait déjà un petit peu travaillé sur des distributeurs comme ça, et de gel, enfin de matériel un petit peu sanitaire. Et donc, on a effectivement rebondi pour proposer des distributeurs de gel hydroalcoolique qui soient adaptés et livrables facilement et en grande quantité. Alors, on a été visiter votre entreprise et là, on a rencontré monsieur Éric Larieux-Lacoste, qui est votre directeur technique, Tout à fait. qui nous a expliqué comment vous êtes fait, comment vous avez fait tout ça. D'accord. Certains produits qui commençaient à sortir, c'était au tout début de la crise, proposaient des solutions qui étaient évidemment pas chères, mais qui avaient leurs propres contraintes. Nous avons développé notre propre design, puisque Francinox Industries est quand même une entreprise qui se classe plutôt dans le milieu de gamme, haut de gamme. Nous avons voulu sortir un produit milieu de gamme, haut de gamme. Ce produit est à base de tubes et de tôles assemblés. Nous avons fait de la découpe laser avec des partenaires locaux, notamment Todeco à Pau. L'entreprise s'est donc adaptée pour sortir des séries de 500 produits par semaine au plus fort de la production. C'est une production qui est venue s'ajouter à la production de l'entreprise, qui est le mobilier urbain et les cuisines professionnelles. Mais nous nous sommes organisés. Nous avons réservé une partie de l'atelier pour la production des distributeurs de gel hydroalcoolique, et en organisant les plans de travail et en organisant la chaîne d'approvisionnement. Les équipes ont également amélioré leurs distributeurs afin de produire plus vite et avec moins de contraintes. Sur ce produit, ça c'est fait par la société Todeco, c'est de la découpe laser sur tube. Donc ça vient ici. Après on a peu de soudure, on a surtout des rivets. Et on a industrialisé pour éviter les soudures. Par exemple, cette pièce, la pédale est une pièce juste qui a été mise en forme et pas soudée, ce qui fait que le produit se monte très rapidement, c'est-à-dire en 10 minutes, même moins d'un quart d'heure en tout cas, on peut monter un distributeur. Donc on vient de voir comment vous êtes adapté avec le directeur technique. Oui. Là, je vous propose que vous commentiez quelques petites images. C'est comment on le fabrique, justement, pour que vous nous expliquiez le savoir-faire de votre entreprise. Alors, on va regarder. Elle a un peu suivi la fabrication. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors là, on est sur la phase de pliage en fait des tôles. Donc préalablement, les tôles arrivent sous forme rectangulaire en fait, au format rectangulaire. Et les tôles sont découpées par une machine spéciale, une découpe laser. Et elles sont ensuite, tout ça a été dessiné bien évidemment. Donc l'opérateur, il n'invente rien, il suit les plans qui ont été prévus par le bureau d'études. Et en fait, là, on est à la phase de pliage. Donc là, on est sur, en l'occurrence, là, on est sur un modèle de distributeur de gel qui est un modèle de plus grande capacité, puisque les modèles qui ont été présentés par M. Larieux-Lacoste, ce sont des modèles avec un flacon de gel d'1 litre. Et nous, on a été un petit peu plus loin dans la démarche. On avait voulu proposer, dans l'optique justement de la réouverture de stades, etc. On a réfléchi également à un distributeur qui puisse permettre d'offrir une contenance de 5 litres de gel hydroalcoolique. Donc là, on est sur la fabrication justement d'un de ces distributeurs-là de plus grand volume. Donc on est sur la phase donc, de pliage qui sera, qui elle va amener les éléments après la phase de montage final. Donc là, vous avez été beaucoup plus loin. Vous avez été beaucoup plus loin dans la démarche. Vous n'êtes pas dit on en fabrique un puis terminé. Vous avez essayé de répondre aux différentes demandes. Absolument. On a essayé de faire évoluer notre produit parce que déjà le produit, à contrario de ce qui se trouvait sur le marché, nous on l'a développé à base de tubes en inox. C'est un modèle qu'on a déposé d'ailleurs à l'INPI puisque le design de notre distributeur de gel, on est le seul à le proposer. Donc il a été déposé par l'entreprise à l'INPI. Donc on a une protection aussi par rapport à cela au niveau du dessin de l'ensemble. Mais on a voulu effectivement toujours essayer, on a proposé le distributeur mécanique, donc avec la pédale que vous avez vu, et on a aussi proposé des distributeurs dits automatiques, où là il y a simplement l'action de passer la main sous un capteur qui permet aussi de répondre aussi à cette demande-là, puisqu'elle existe aussi sur le marché.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des produits que vous allez garder en permanence ou la pandémie, nous espérons tous, est en train de diminuer? Je ne vais pas dire qu'elle s'est arrêtée, on va dire qu'elle diminue. Les autorisations d'accès au stade, vous venez d'en parler, vont être autorisées. Donc, pour vous, c'est des produits que vous allez garder quand même permanents au catalogue ou le temps de la pandémie, vous arrêterez ce type de produit? Oh, moi, je pense que malheureusement, on va être obligé de les garder, quoi. Oui. La pandémie, elle ne va pas s'arrêter demain. Et puis, je crois que ça va rentrer dans les mœurs un peu. Cette hygiène, ce lavage des mains, cette désinfection des mains dans tous ces lieux un peu publics, dans les commerces, dans les restaurants. Je crois que ça va devenir un réflexe naturel, quoi. Chacun va vouloir se désinfecter les mains, quoi qu'il advienne, quoi, je crois. D'accord. Donc c'est un produit qui va rester au catalogue. C'est un produit qui va rester au catalogue. Bien évidemment. Ouais. L'effet un peu, je dirais panique générale a fait que bon, on ne retrouvera pas les volumes qu'on a vendus l'année dernière, c'est certain. Mais on continue toujours à en vendre. Voilà, on le fait pas disparaître effectivement de notre catalogue de produits. Et là, ce type de produit, comme c'est quand même quelque chose de différent de ce que vous aviez l'habitude de faire, vous avez choisi une manière de distribution, je dirais, plus digitale. Expliquez-nous. Alors, on a effectivement choisi un petit peu aussi dans le prolongement de ce qui est du message gouvernemental, hein, d'aller vers de la digitalisation, puisque nous, on est sur un schéma un peu traditionnel de vente, hein, avec des commerciaux, avec des distributeurs, avec des installateurs pour la partie cuisine. Donc, il a fallu effectivement non pas balayer d'un revers de la main ce qui existait, puisqu'on a quand même aussi utilisé nos circuits habituels via nos distributeurs, notamment de mobilier urbain, mais on a aussi imaginé que Internet pouvait être un vecteur de commercialisation intéressant. Donc on a effectivement envisagé de mettre ce type de produits manufacturés sur des sites tels que Amazon, Cdiscount pour le plus récent, etc. Donc voilà, moi je suis un particulier, je suis un restaurateur, je viens de voir l'émission, j'ai envie, je me dis tiens, bah, c'est pas mal, c'est du solide, parce qu'il y a des moments dans certains endroits, il faut mieux avoir du solide. L'inox, on sait que c'est solide. Voilà, je vais sur Cdiscount, sur Amazon, je vous trouve et je peux vous commander. Absolument. Ça pose aucun problème. Aucun problème. D'accord. Donc on peut très bien appeler l'entreprise aussi en direct. Voilà, ça marche aussi. Ça marche aussi. Hein, d'accord. Donc justement. Et ça marche beaucoup plus comme ça d'ailleurs que par. Oui. Que par tous honnêtement, bon, j'ai pas les stats, Monsieur Nagel les a peut-être, mais les stats de vente sur Amazon ou Cdiscount aujourd'hui, c'est marginal, quoi. Oui, c'est marginal. Le contact humain reste quand même la meilleure des solutions. Et puis nos distributeurs qui nous vendent déjà le mobilier urbain ont ça dans leur catalogue et ça passe aussi par eux, quoi. D'accord. Nous, on est quand même... alors, c'est vrai qu'on est... la digitalisation, c'est bien, mais nous, on est assez quand même dans le contact entre humains, quoi. Hein, voilà, comme disait M. Houdin, que quand on appelle à l'entreprise, c'est agréable quand même d'avoir aussi quelqu'un au téléphone, un client au téléphone, quelqu'un qui veut des renseignements, avoir aussi le plaisir de le renseigner sur un produit qui est qualitatif, et c'est valorisant, c'est dans les deux sens, quoi. Oui, là, il n'y a plus une photo, un prix, il y a une explication du produit. Il y a vraiment une entreprise derrière un produit qui plus est local. Nous, ça nous fait vibrer à chaque fois, c'est clair. Parce que bon, c'est quand même un produit qui s'adapte bien à ce type de vente. Il y a pas une grosse technicité. Voilà, l'avenir de Francinox aujourd'hui, comment vous voyez la continuité? Est-ce qu'il y a un avant pandémie, un après pandémie, ou vous allez revenir ça va pas? Je ne crois pas, parce que ici il y a eu un coup d'arrêt pour les cuisines. Malheureusement, les restaurants étant fermés depuis plus d'un an maintenant. Là, on avait le carnet de commandes pareil qui était plein, et là on est en train d'écluser, de finir donc, toutes ces commandes. Donc on a une grosse activité de cuisine en ce moment parce qu'il faut rattraper le retard d'un an. Tous les restaurateurs avaient plein de projets, donc non, là, nous je pense que pour Francinox, on aura toujours notre volant d'affaires, que ce soit mobilier urbain, et au contraire, on développe de gros marchés, puisqu'on est en train de répondre sur des appels d'offres très importants, sur Monaco, pour du mobilier urbain, pour de l'habillage de bâtiments, des aéroports, enfin des tramways, enfin on répond aussi sur de gros chantiers, quoi. Mais la cuisine redémarre très très fort. Grâce à tous ces chantiers qui étaient en suspens et en attente, mais il y en a d'autres qui rentrent. Très bien. Non, on était sur une jolie phase de progression en fait en 2019. 2020, il y a eu ce coup de frein qui a été
malheureux pour tout le monde, hein, mais ça nous a coupé un petit peu dans notre élan. Les stop and go qu'il y a eu en milieu d'année post-premier confinement ont généré aussi de la frilosité chez nos clients restaurateurs, comme disait M. Gounin. Donc on a justement, ça a décalé de la commande, mais aujourd'hui les gens sont repartis quand même en se posant un petit peu sur leur avenir aussi à eux. Ils nous ont sollicité. On a, nous, tout ce qui avait été fait commercialement en termes de démarchage porte ses fruits aujourd'hui. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai que ça a freiné. 2020, ça nous a pénalisé pour déjà de la prise de rendez-vous, parce que du télétravail, etc., c'est pas simple, hein, malheureusement, pour aller rencontrer des prospects, des clients qui sont en télétravail, c'est pas simple. Ça a généré quand même beaucoup de complications dans le métier commercial, qui est un de nos métiers à nous. Ça a généré beaucoup de complications, donc beaucoup de décalages qui se sont traduits par du décalage de commandes. Mais aujourd'hui, on tend à revenir vers quelque chose qui est quand même de la normalité entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, mais il y a de beaux projets et c'est vraiment encourageant pour les mois à venir. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je vous souhaite une Avec bonne plaisir. continuation. Avec plaisir. Et puis, Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, du Merci. travail et du travail. Je crois C'est qu'à ça. toute entreprise, c'est tout ce qu'on peut leur proposer. Absolument. Merci à vous. beaucoup de nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.